croit que ça viendra naturellement. On arrête la pilule, on regarde le calendrier avec un sourire discret. On se dit que le corps sait faire. Et puis les mois passent, on commence à compter, à surveiller, à espérer un peu plus fort. Et un jour, la douleur arrive. Pas une douleur ordinaire, une douleur qui plie en deux, qui fait peur, qui envoie aux urgences. Andrea a 27 ans, elle veut devenir mère. Elle découvre l'endométriose, le SOPK, les kystes, les examens, les choix qu'on ne s'imagine jamais devoir faire. Opération ou FIV. Attendre ou accélérer le temps. Dans son récit, il y a les larmes, les crises, les injonctions, les blocs opératoires, la solitude parfois, la peur souvent, mais aussi l'amour, le soutien, la force qu'on trouve quand on ne pense plus en avoir. Et ce moment suspendu, presque irréel, où un embryon vient doucement se déposer. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Tout a commencé en septembre 2024, quand avec mon conjoint, on a voulu se lancer dans le projet bébé. Donc j'ai arrêté ma pilule, j'ai repris mes cycles naturels. Tout était normal parce que j'avais des cycles assez réguliers, donc ça c'était bien. Et c'est vrai que quand on commence ce genre de projet, on se dit toujours que ça va, on a le temps, on se prend pas la tête, tout ira bien. Et en fait, les mois passaient et c'est vrai que comme il se passait rien, j'ai commencé, on va dire, à un peu m'inquiéter parce que je trouvais ça un peu long. Et en fait, je suis complètement tombée dedans. Donc j'ai voulu acheter des tests d'ovulation pour mieux comprendre mon cycle, pour savoir si j'ovulais bien. Et après environ 6 mois, j'ai décidé d'aller voir ma sage-femme pour me rassurer un peu. Et elle m'a expliqué qu'en moyenne, il fallait 6 mois à 1 an pour tomber enceinte. Et elle m'a aussi conseillé des vitamines pour mettre toutes les chances de mon côté. Et j'avais des cycles hyper réguliers. Et les tests confirmaient que j'ovulais. Donc en fait, tous les feux étaient ouverts, on va dire. Donc elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça va venir. C'est juste que là, voilà... Pour l'instant, ça vient pas, mais ça va le faire, quoi. Et en fait, jusqu'au jour où tout a basculé. Donc là, on arrive au mois d'avril 2025. Et en fait, c'était quoi, 2 jours avant que j'ai mes règles, 2-3 jours. Et j'étais au travail, il me restait pas longtemps avant de partir. Et là, en fait, d'un coup, des douleurs, jamais j'ai ressenti des douleurs comme ça. Enfin vraiment, c'est des crampes que j'avais au ventre, mais hyper intenses. Vraiment, je commençais à me dire même que j'avais fait un déni de grossesse. Enfin, je sais pas, je trouvais ça extrêmement bizarre parce que la douleur était intense et continue. En fait, à aucun moment elle se calmait ou en fait c'était vraiment hyper intense et régulier et constant. Et en fait, j'arrêtais pas d'aller faire des allers-retours aux toilettes parce que je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à avoir des bouffées de chaleur et plus ça allait, plus j'avais les jambes qui flageolaient un peu. Enfin en fait, vraiment bizarre. Enfin jamais je me suis sentie dans un état comme ça en fait. Et il est arrivé l'heure que je parte du travail, donc je commence à démarrer ma voiture. Et au moment de partir, en fait, j'ai fondu en larmes et j'ai appelé ma mère en lui disant: «Bah là, il y a un problème, il va falloir que tu viennes me chercher et que quelqu'un récupère ma voiture parce qu'en fait, j'arriverai pas jusqu'à la maison. Enfin, j'arriverai pas à conduire jusqu'à la maison parce que j'étais vraiment, ça me faisait tellement mal que j'arrivais pas à me concentrer, vraiment, impossible de bouger. J'avais envie de me mettre en boule et de plus bouger. Donc ma mère est venue me chercher et là, elle m'a dit: «Bah écoute, je t'amène aux urgences direct, on va pas attendre 100 ans», parce qu'en fait, ça faisait déjà, on va dire quoi, 1 heure que j'étais déjà dans cet état et ça se calmait pas, ça passait pas. Et donc on arrive aux urgences
Ils me prennent en charge, donc ils me font une analyse de sang et d'urine au début. Et ils me disent, bah écoutez, il y a rien d'anormal dans les analyses, donc bah écoutez, revenez demain et bah, on va faire une échographie pour vérifier s'il y a pas quelque chose, parce que c'est bizarre la douleur que vous décrivez. Entre-temps, ça s'était un peu calmé. Bon, c'était en fin de soirée, donc ça s'était un peu, on va dire, calmé, mais enfin, je ressentais quand même de la douleur. Et du coup, le lendemain, bah, je me sentais pas à l'aise de conduire. Donc bon, ma mère m'a amenée pour que je sois tranquille. Et bah, ils me font l'écho et la dame qui me faisait l'écho me dit: «Bah, en fait, tout est normal, juste, vous avez, l'ovaire», alors je sais plus si c'était le droit ou c'était le gauche, «légèrement globuleux». Et en fait, enfin, moi clairement on me dit ça, j'ai dit: «Enfin, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, parce que moi vous me dites ça, mais enfin je sais pas, ça veut dire quoi?» Elle me dit: «Ah bah, il est légèrement plus gros que l'autre, mais enfin voilà, rien de spécial, quoi». Et elle me dit: «Mais retournez à l'accueil des urgences et demandez-leur si, qu'ils voient pour faire un scanner par infiltration». Donc je retourne à l'accueil, je me refais prendre, en charge et du coup, il me dit: «Bah, écoutez, on va faire quand même un scanner». Donc ils me font le scanner et je vois le médecin, après en fin de journée qui me dit: «Bah, on a les résultats et écoutez, sur le scanner, on voit, ouais, la même chose, on va dire, qu'à l'écho, qu'il y a un des ovaires qui est, légèrement plus gros que l'autre». Et elle me dit: «Ben, on voit pas plus, enfin, pour nous, il y a rien de plus sur les analyses et cetera». Donc mais elle m'a dit: «C'est bizarre la douleur que vous avez décrite, enfin, c'est pas normal». Et juste, elle m'a dit: «Si j'ai un conseil, allez voir votre sage-femme ou votre gynéco parce que, c'est pas no enfin, c'est bizarre». Donc du coup, je prends rendez-vous avec ma sage-femme environ, ouais, 2 semaines, après mon passage aux urgences. Donc je lui explique, ce qui s'est passé, je lui montre, mes résultats, de l'échographie et du scanner. Et de là, elle me dit: «Bah, tout paraît, normal, juste, cet ovaire, globuleux». Elle m'a dit, «En fait, on appelle un ovaire globuleux quand, il y a plusieurs follicules dessus». Et elle m'a dit: «Vous inquiétez pas, chaque cycle est différent, autant, ça sera passé, voilà». Mais elle m'a dit: «Enfin, c'est bizarre». Elle m'a dit: «C'est pas normal que vous ayez eu mal comme ça, enfin une douleur si intense». Et elle m'a dit: «Je veux vérifier avec une écho pelvienne parce que, enfin, je veux voir ce qui se passe, il y a un problème». Et du coup, de là, je prends rendez-vous avec sa, collègue qui fait les échographies. Et au moment du rendez-vous, bah, j'y vais toute seule parce que je me dis: «Bon, enfin ça va, c'est passé, j'ai plus mal». Elle avait pas l'air, enfin, je sais pas, j'y suis allée plutôt confiante de me dire: «Bon, bah, c'est bon, y a rien, t'inquiète pas, c'est pas grave». Et de là, en fait, elle me fait l'écho, pelvienne, elle commence par l'utérus, donc elle me dit: «Bah, tout est bien, il est très beau». Tout est OK. Et de là, en fait, elle va sur l'ovaire droit et là, elle me dit: «Ah, bah, il y a un endométrium de 3 centimètres». Et là, en fait, je me décompose, je dis: «Ah, OK». Et elle me dit: «Bah, vous savez ce que ça veut dire?» Et je lui dis: «Bah, un endométrium, ouais, on va dire que ça a un peu rapport avec l'endométriose». Enfin voilà, je me suis dit: «Je pense qu'il y a pas photo». Et de là, elle va sur l'ovaire gauche et elle comptait, plusieurs follicules dessus. Je crois qu'il y en avait environ une vingtaine. Et bah, de là, en fait, je me suis décomposée. En fait, je savais pas du tout comment, bah, réagir. Je me sentais, pas bien du tout. Et parce que potentiellement, en gros, elle m'annonçait un SOPK plus une endométriose, quoi. Enfin, je me suis retrouvée mais complètement démunie de tout et je me suis dit: «C'est bon, OK, super, quoi». Et la sage-femme, franchement, elle a été super. Elle m'a dit: «Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas dit que vous étiez stérile». Elle m'a dit: Ça va aller, vous inquiétez pas. Juste, si vous avez des difficultés à avoir un enfant, on va juste vous aider».
et tout ira bien. Elle m'a dit: «Vous allez voir, ça va aller». Elle m'a dit: «Il y en a plein qui vivent avec des endométriomes sur les ovaires» et enfin voilà quoi. Donc de là, je reprends rendez-vous, avec, ma sage-femme et au rendez-vous, du coup, j'y vais avec mon conjoint parce que clairement, on va dire que l'information avait un peu du mal à passer et bah, de là, elle nous explique, en gros que, à son échelle à elle, bah, elle pourra plus rien faire et que là, il fallait prendre rendez-vous soit, à Nîmes, soit à Montpellier dans un centre spécialisé, dans la reproduction et la maladie de la femme et enfin, là, elle me dit: «Bah, du coup, ils vont faire, plein d'examens et après vous verrez» mais enfin, potentiellement, en gros, elle m'a annoncé qu'on allait devoir passer potentiellement par de la PMA. Enfin, là, si ça marchait pas au bout de 6 mois et que déjà il y avait tout ça, enfin ça allait peut-être, possiblement être compliqué et bon déjà pour me faire gagner du temps, elle m'a prescrit une IRM, comme ça elle m'a dit, «Vous allez gagner du temps parce que de toute façon dans tous les cas ils vont vous le demander». Donc au moins comme ça, bah, j'aurai, une IRM d'avance et en même temps, mon conjoint du coup, qui essayait de lui poser 1 milliard de questions sur, bah, ce que c'était, pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'était cette maladie, si c'était grave, si c'était pas grave. Hem Enfin, est-ce qu'il y avait des traitements? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Enfin, moi, en soi, c'est vrai qu'on en avait pas parlé tous les 2 avant, enfin, ou très peu et moi, je savais dans quoi je m'embarquais, lui, pas du tout et bah, lui expliquer que concrètement, bah, si c'était pas suivi, oui, ça pouvait être grave, ça s enfin, dans l'idéal, c'est bien qu'il y ait un bon suivi pour pas que la maladie se propage. Enfin, que ça dépend, où elle est située, que ouais, ça peut être grave, comme, enfin, on peut bien vivre avec et voilà quoi. Enfin, c'est tout et rien, ça dépend de chaque femme. Heu, la maladie se développe pas pareil, en fonction des personnes. Enfin, c'est un peu, complexe quoi et du coup, elle était complètement désolée. Enfin, de toute façon après, elle pouvait rien faire, mais c'est vrai qu'elle disait à mon conjoint, en fait, il y avait rien, qui montrait qu'il y avait, un problème ou enfin même elle, elle s'est pas inquiétée plus enfin elle s'était pas inquiétée plus que ça au début puisqu'elle me dit: «Bon, bah, au bout de 6 mois, vous êtes dans la moyenne, ça va venir, vous inquiétez pas, c'est au bout d'1 an qu'on commence à faire des tests si vraiment ça vient pas, mais vous inquiétez pas, c'est bon» et en même temps, j'avais des cycles hyper réguliers donc il y avait pas, de quoi s'alarmer et puis, sur les douleurs de règles, je m'en plaignais pas. Enfin, pour moi, je souffrais, hein. Enfin, au fur et à mesure des cycles, on va dire, qui devenaient de plus en plus douloureux. Mais, c'est vrai que moi, on m'a toujours dit, «Ah ben, moi j'ai des règles douloureuses et j'étais couchée au lit, je pouvais pas bouger et cetera». Enfin, moi, ça me mettait pas encore dans cet état. Donc, j'estimais que, ben, oui, je souffrais, j'avais mal le premier jour, mais, pour moi, c'était normal et on va dire que même quand j'ai eu mes premières règles, là, je sais pas à quel âge je les ai eues, mais, avec mon conjoint, je me suis mis, hyper tôt, on s'est mis ensemble hyper tôt, à l'âge de 15 ans, donc j'ai pris la pilule tôt. Donc je pense que ça a même pas eu le temps de s'ouvrir parce que j'avais pas spécialement de enfin, en vrai, je c'est pas sur ça que je me posais la question et là, ben, oui, mes cycles devenaient de plus en plus douloureux. Je commençais à avoir des nausées. J'étais de plus en plus fatiguée, mais en fait, je me suis pas plus inquiétée que ça. En fait, j'étais tellement focalisée sur, le projet bébé, il faut que ça marche, je comprends pas, enfin, en fait, j'étais complètement sur autre chose et du coup, je me suis complètement oubliée, sur ce que moi, je ressentais vraiment et bah, du coup, à la suite de ce rendez-vous, bah, j'ai pris rendez-vous pour une IRM. J'ai eu de la chance parce que, i là où j'avais appelé, il y avait un désistement de dernière minute, donc en fait, j'ai eu rendez-vous la semaine qui suivait, donc ça, c'était super bien. Quand j'ai eu les résultats d'IRM, ça me confirmait bien qu'il y avait, bah, une endométriose profonde avec, atteinte, sur les ligaments utérosacrés. J'ai des varices à l'utérus et en même temps, bah, j'avais du coup cet endométriome à droite, heu, qui avait grossi, qui était passé de 3 à 4 centimètres. Il y en avait un autre sur le même ovaire, mais ils estimaient pas la taille et à gauche, il y en avait aussi. Donc en gros, la maladie avait atteint mes 2 ovaires. Enfin là, c'est un peu le coup de massue quoi, vraiment,
Ben waouh! Super, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, franchement, OK. Bon après en fait, d'un côté, je me suis dit, il a fallu cette crise pour que, ouais, il y a un signal d'alarme et que je me rende compte qu'il y avait réellement un problème et que c'est pas normal. Et de là, du coup, j'ai pris rendez-vous, sur le CHU de Montpellier et alors les rendez-vous sont hyper longs à avoir. Je crois que quand j'avais appelé, j'avais rendez-vous 1 mois et demi après, quelque chose comme ça. Enfin, c'est, horrible et enfin de là, au rendez-vous, il y a le conjoint qui est avec vous et là, elle vous pose, toutes les questions possibles et inimaginables sur tous les symptômes, enfin sur plein de choses et de là, ils vous disent: «On va faire, plein d'examens, que ce soit pour moi ou pour lui» et c'est sur plusieurs mois quand même, parce que je crois qu'il y avait, quasi, nous, ça a pris tout l'été, le temps qu'on fasse tous les examens, jusqu'au prochain rendez-vous et dans tout ça, mon conjoint, franchement, il est, exceptionnel. Enfin, il vit avec parce que, il a pas le choix et que enfin, voilà. Mais c'est vrai que, des fois, le soir, je rentre du travail ou enfin, j'ai eu énormément de douleurs. Enfin, je suis allée travailler parce que je le gérais, mais je rentre, je vais me coucher direct. Il rentre vite, il retourne au micro-ondes me chauffer ma bouillotte pour pas que je bouge du lit. Il fait à manger, il fait attention à ce qu'il fait à manger pour pas que, j'ai mal au ventre. Enfin, il y a plein de choses où, du coup, il est obligé de s'adapter et on le voit. Enfin, clairement, en quelques mois, notre vie, elle a changé, complètement et même moi, enfin, c'est horrible, mais par exemple, là, on devait aller au restaurant avec, des copines dans un restaurant italien et après on devait sortir, dans un bar pour profiter de la soirée. Au restaurant, j'ai pris quoi? Un plat de gnocchis avec, la sauce tomate maison et une petite burrata. Bon, elle était pas grosse donc je me suis dit: «Ça va aller» et en fait, pareil au dessert, j'ai fait attention et en sortant, du restaurant, le premier bar où on boit un verre, là, d'un coup, des, bouffées de chaleur, mon ventre, qui allait dans tous les sens et je me suis dit: «C'est pas possible, je tiendrai pas». J'ai une copine qui avait un médicament pour vraiment essayer de me soulager, mais le temps que le cachet fasse effet, je voulais pas leur gâcher leur soirée, j'ai appelé quelqu'un pour venir me chercher. Enfin, en fait, c'est que ça va jusque là, c'est, si on fait pas attention et qu'on n'anticipe pas, en fait, ça peut complètement nous pourrir la soirée. Enfin, une autre fois, pareil, on va au restaurant, en pleine ville, je mange un plat, bon, ça va et le dessert, j'ai pris un dessert un peu trop, lourd, on va dire et pareil, en fait, j'ai été malade derrière et c'est la réalité des choses et c'est compliqué, de de d'arriver, à vivre comme ça. Enfin, moi, maintenant, dans mon sac, j'ai une trousse avec, du citrate, si je digère pas bien, de l'Imodium en cas vraiment de grosse urgence, du Spasfon, Doliprane, le Nefopam si, j'ai des grosses douleurs. Enfin, en fait, c'est, vraiment la vie, elle change, complètement et surtout que là, dans l'année, en fait, le projet bébé marche pas, puis là, on vous annonce, ça. Donc c'est on va dire que le moral, c'est compliqué, d'arriver à suivre par moments. Enfin, je veux pas dire que je me sentais bien tout le temps. Franchement, il y a des moments où j'avais envie de rester dans mon lit, de faire que pleurer, de me dire: «Mais c'est pas possible», parce qu'en fait, au fur et à mesure des mois, ça a se dégradé et si je fais pas attention, ça va pas, quoi. Donc c'est compliqué. Là, pareil, on était dans l'hiver, on fait des soirées raclette. Moi, en fonction de mon cycle, la raclette, si je fais pas attention, ça passe pas. C'est, enfin oui, chez des copains, on avait fait une raclette, après le soir, j'ai fini aux toilettes, enfin c'est horrible. Enfin et même mon conjoint, c'est pareil, il me dit: maintenant, on est obligé de s'adapter et autant, il y a un truc que tu auras mangé qui va pas passer, il faut rentrer, ça va pas». Enfin, c'est, compliqué de d'accepter, tout ça et enfin de vivre avec, quoi.
L'impact de la maladie sur, ma vie et sur mon couple, on va dire que enfin, c'est un peu, complexe parce que c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Parce que moi, ça s'est complètement dégradé, dès que j'ai arrêté ma pilule. Avant, on va dire que tout se passait bien et et puis en même temps, au fur et à mesure des mois, on va dire que ça se voyait de plus en plus. Enfin, j'avais de plus en plus de symptômes. Donc c'était assez compliqué. On va dire que plus j'avançais dans les cycles, plus je souffrais parce que, enfin, j'arrivais, je loupais un jour de travail parce que, je pleurais de douleur tellement j'avais mal. Et encore ça va, ça a duré qu'une journée vraiment les douleurs, intenses. Bon, j'étais, ultra fatiguée donc je mettais énormément de temps à me remettre. Je crois que je mettais bien une semaine avant de récupérer, complètement donc 1 semaine, c'est quand même assez long et plus ça allait, plus j'avais des nausées. Heu, j'étais vraiment, j'avais du mal à me concentrer au travail. Enfin, au moment de l'ovulation, j'avais des douleurs aussi et en fait, mon conjoint dans tout ça, je pense que déjà mon premier passage aux urgences, ça l'a inquiété. Enfin, même s'il était pas avec moi, enfin qu'il m'a pas accompagnée puisque, c'était plus rapide d'appeler ma mère à ce moment-là et que je suis rentrée à la maison le soir, on va dire que les douleurs s'étaient un peu calmées mais enfin, ça lui a fait peur, mais il m'a de suite soutenue, vraiment là-dedans parce que quand j'ai essayé de lui expliquer, concrètement ce que c'était moi avec mes mots, ce qui allait se passer, que ça allait être compliqué, que enfin parce que même lui, ce qui le dérangeait, c'est qu'il m'a dit: «Mais en fait, on n'a pas de réponse, on nous dit pas, ça se soigne ou ça se soigne pas, c'est peut-être, mais voilà». Enfin et j'ai dit: «Mais dis-toi que dans cette maladie-là, tu n'auras jamais de réponse parce que même eux, ils en ont pas». Chaque femme est différente donc c'est, compliqué enfin, c'est un peu, compliqué et en fait, moi concrètement sur ma vie, là clairement, fallait que je fasse le deuil de mon ancienne vie parce que, je souffrais de plus en plus. Quand je mangeais, si je fais pas attention, j'étais malade. Enfin, c'est compliqué, mais en fait, la pilule a eu du mal à passer, mais on va dire que j'ai de suite réagi parce que je voulais pas en fait, m'enfoncer et attendre que ça passe et souffrir parce que clairement je me suis dit: «C'est pas possible, enfin, je peux pas, rester, comme ça». Sachant qu'en plus, au courant de l'année, au mois de juillet, pour le 14 de juillet, j'ai refait une crise. Bon là, du coup, j'étais avec, enfin mon conjoint rentré à la maison. Enfin, j'ai commencé la crise toute seule et il est arrivé après et je pense que même déjà à lui, ça lui a fait un choc de me voir comme ça parce que, j'étais, dans le canapé en boule en train de hurler et de pleurer, tellement ça me faisait mal et il m'a dit: «Mais, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je t'amène aux urgences, je peux faire quoi?» et je dis: «En fait, tu peux rien faire et à part attendre, parce qu'aux urgences, je vais faire quoi? Attendre et donc ils me prennent en charge, et qu'ils me donnent des cachets, autant ça sera passé». Sachant que j'avais les anciens médicaments qu'ils m'avaient donnés, la première fois que je suis allée aux urgences, je prenais du Nefopam et ça m'allait plutôt bien. On va dire que la crise se calmait assez vite. Mais en fait, tout le week-end, j'ai pas pu bouger. En fait, dès que j'étais trop longtemps debout, j'étais pas bien. Dès que j'étais trop longtemps allongée, suivant la position que j'avais, j'étais pas bien. En fait, ouais, je suis restée couchée, tout le week-end, vraiment à rien faire et en fait, de là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «Je peux pas me laisser, c'est bon, si à chaque fois tous les 2 mois, j'ai des crises, je peux pas, enfin, c'est pas possible à gérer, quoi». Et de là, en fait, on va dire que les réseaux sociaux, c'est bien parce que j'ai essayé en vrai d'avoir toutes les informations que je pouvais. Bon, en filtrant bien sûr, parce que, il y a pas tout non plus qui est révolutionnaire et parce qu'en vrai, ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est qu'on sait même pas vers qui se diriger. C'est, enfin, c'est vraiment,
c'est hyper frustrant de se dire, bah oui, j'ai besoin d'aide, mais j'appelle qui? Enfin, on nous dit oui, il faut voir le kiné, c'est bien d'avoir un ostéo, d'aller voir une nutritionniste, et cetera. Mais en fait, ouais, mais j'appelle qui? Qui est spécialisé là-dedans? Enfin, c'est hyper délicat et là où franchement, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça, c'est que je suis allée sur internet et du coup, je me suis dit: «Ben, je vais regarder sur les associations, autant, je trouverai des réponses et cetera» et en fait, je suis tombée sur, l'association, Endo-Occitanie et sur leur, site, ils référencent en gros, tous les praticiens qui sont spécialisés, dans la maladie. Donc des ostéopathes, il y a, des kinés, il y a des psychologues, des, nutritionnistes, enfin plein de choses et en fait, je trouvais ça trop bien et de là, en fait, c'est là où j'ai pu trouver, ma kiné et qui me fait aussi ma micronutrition. Parce que bon, quitte à avoir les 2 autant que voilà et je suis tombée sur une femme vraiment, incroyable. Hem, Au niveau de la kiné, elle me fait de la sclérothérapie. Donc elle me masse, le ventre. À la base, elle m'avait dit que c'était utilisé pour, les sportifs pour régénérer les tissus endommagés. Ils se sont rendus compte que sur, cette maladie-là, ça marchait bien et du coup, en fait, elle me masse le ventre. J'ai rendez-vous toutes les semaines pour, des massages au ventre qui font du bien, mais vraiment, ça fait un bien fou et franchement, moi, ça me soulageait donc quand ça tombait, avant mes règles ou après, ça me soulageait énormément et du coup, après, j'ai pris mes rendez-vous, micronutrition avec elle et de là, elle m'a fait faire un tas d'examens, j'ai fait des prises de sang et des analyses d'urine pour vraiment vérifier en profondeur les problèmes qu'il y avait et j'ai bien fait parce que dans mes analyses de sang, j'avais des carences de partout, j'avais un risque de développer un diabète donc au-delà des problèmes hormonaux que j'avais, il y avait plein de petits trucs, j'ai un problème avec, mon poids, j'arrivais pas à perdre du poids. En vrai, il y a rien qui allait et du coup là, je prends, des compléments alimentaires et pour bien réguler tout ça et cetera. Et on va dire que depuis que je prends, ces compléments alimentaires et que je fais ce suivi régulier avec, pour la kiné, que mes cycles, je les vivais beaucoup mieux. J'ai plus refait de crise, depuis. Oui, le premier jour des règles, souvent, j'allais pas travailler, j'étais vraiment pas bien, mais on va dire que le reste du cycle se passait beaucoup mieux. Parce que, par exemple, à la selle, c'était une catastrophe, ça allait pas du tout. La nourriture, bon après, elle m'a dit d'être vigilante avec, tout ce qui était lactose, le lait, le fromage et cetera. Parce que en fait, il faut que je sois vigilante sur tout ce que je mange et le fait de faire attention à toutes ces choses-là, ça m'a soulagée et franchement, ça m'a fait du bien et du coup, après, tous les examens que la gynéco, nous a demandé de faire, on a eu un rendez-vous avec elle. De là, elle me dit: soit on passe par, une opération et on vous laisse, 6 mois, de tenter d'avoir un enfant naturellement, mais si ça marche pas, au bout de 6 mois, on fait, une FIV. Soit, on passe par la FIV directement, quoi et là, je suis sortie du rendez-vous, je faisais que pleurer parce que, concrètement, elle m'a dit: «Vous avez le temps, c'est vous qui choisissez» et puis, même elle, elle a été, hyper, hyper bien en me disant: «Quoi que vous choisissez, c'est votre choix et vous ferez le bon choix. Il y a pas de problème, franchement, tout va bien se passer». Elle nous a expliqué les protocoles de FIV, comment ça se passait, l'opération, comment ça se passait et elle m'a beaucoup aidée aussi en m'orientant, vers une de ses collègues qui, fait du coup les opérations et elle m'a dit: «Prenez rendez-vous avec elle et
et allez lui en parler. Elle vous expliquera beaucoup mieux comment ça se passe, l'opération, et ça pourra peut-être vous aider à prendre une décision. Parce que c'est vrai que quand on vous propose ça, ben en fait, moi clairement dans ma tête, c'est que je me suis dit, bah, quoi que je choisisse en fait, je vais, enfin grossièrement chier quoi. Enfin clairement c'était ça. C'est délicat. Enfin franchement, je saurais même pas comment expliquer comment ça. Enfin franchement, j'étais plus bas que terre franchement. Enfin c'est les montagnes russes et enfin émotionnelles. Et enfin, mon conjoint a essayé de m'aider, parce qu'on en a discuté pendant longtemps, et la gynéco m'avait dit, c'est vrai que ça serait bien de tenter naturellement, donc si on passe pas par une opération, bah voilà. Mais moi, clairement, cette opération me faisait peur, et je voulais à tout prix éviter de passer par là. Et elle m'avait dit, bah, si vous avez peur, on passe par la FIV directement. Enfin, en fait, voilà. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, j'avais un choix à faire, et j'avais pris du coup ce rendez-vous avec sa collègue qui fait les opérations. Et bon, on va dire qu'elle m'a bien aidée parce que elle m'a dit, moi, je veux bien vous opérer, il y a pas de problème, mais celle qui me le demande, c'est celle qui souffre le martyre vraiment, enfin voilà, qui supporte plus. Et elle m'a dit: «Dites-vous que ça reste une opération. C'est pas un petit truc lambda comme ça, voilà». Elle m'a dit: «Bon, vous, c'est bien parce qu'à l'IRM, il y a pas d'organes vitaux de toucher, donc ça va. Mais enfin, voilà, elle m'a dit, enfin, pendant l'opération, il peut arriver qu'on trouve quelque chose qu'on n'avait pas vu sur les images de l'IRM, qu'on touche quelque chose qu'il fallait pas qu'on touche, parce que ben ça reste, voilà, une opération, on sait pas ce qui peut se passer. Enfin, le risque zéro n'existe pas. Et elle m'a dit, je veux quand même m'assurer aussi que ça n'avait pas touché le tube digestif quand même, et que il faut pas qu'on touche au tube digestif. Enfin, et elle m'a dit, ben là, du coup, c'est pas la même opération. Enfin, waouh, quand on entend parler de tout ça, ça fout un coup parce que, bah, on s'imagine pas vraiment que ça va jusque là. Et moi, de toute façon, bah, c'était soit je passais par l'opération, soit je passais par la FIV. Et la FIV, dans tous les cas, la gynéco m'avait dit, faudra qu'on passe par une sclérothérapie avant pour vider le kyste, pour ponctionner le kyste qui était à droite, parce qu'il était considéré comme gênant pendant le protocole. Donc, dans tous les cas, il fallait que je fasse quand même une hospitalisation avant. J'en ai parlé longuement avec mon conjoint parce que je savais pas quoi faire. Enfin, vraiment, quand on nous met comme ça au pied du mur, nous dire, bah, ça ou ça. Clairement, j'avais envie de tout jeter et de dire, bah, laissez-moi tranquille, en fait. Moi, j'ai pas demandé ça, mais enfin, c'est horrible. Franchement, je saurais même pas comment décrire comment on se sent dans ces moments-là. Sachant que moi, il y a tout qui me tombait dessus. Enfin, vraiment, bah, enfin voilà, la maladie est arrivée comme ça. Enfin, en fait, tout est allé si vite. Du coup, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau a même pas eu le temps de se dire, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on a pris la décision de passer directement par une FIV, parce que clairement, je me voyais pas subir une opération, heu, attendre le temps que mon corps se remette. 6 mois, c'est court, mine de rien, et de me dire, «Ah ben», parce que là, on approchait des 1 an d'attente pour un essai bébé qui fonctionnait pas, et là, de se dire: «Ben, je fais l'opération». En plus, je crois que les dates, l'opération, elle était quoi? À quelques jours près, des protocoles de FIV. Enfin, en fait, c'était un peu, les 2 se valaient quoi, pratiquement dans les temps d'attente, quoi. Et l'opération, enfin franchement, ouais, le temps que mon corps se remette, d'attendre encore, pendant 6 mois, si ça vient ou ça vient pas, et puis après d'enchaîner avec une FIV. En fait, j'avais peur que mentalement je supporte pas, et que, enfin, vraiment que ça parte en cacahuète. Et
Même, je me suis dit, j'ai arrêté la pilule, la maladie était pas autant développée et pourtant ça a pas marché. Donc pourquoi là, d'un coup, ça marcherait? Enfin, je sais pas, je le sentais pas et du coup, on est parti sur une FIV. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Enfin, les douleurs, et cetera. Parce que moi, vraiment, quand je suis sortie du bloc, je souffrais. J'avais super mal au ventre, et donc il m'avait donné une bouillotte pour me soulager. Il m'avait donné des médicaments par perfusion pour essayer de soulager. Ça passait pas. Il m'avait donné quelque chose de plus fort et en même temps, il m'avait donné des cachets anti-nausées parce que du coup, ça donnait des nausées. Enfin, c'était affreux. Et il m'avait dit: «Mais de toute façon, vous sortez pas de là tant que ça va pas». J'arrêtais pas de lui dire: «J'ai trop mal». Enfin, en fait, j'avais l'impression d'avoir une brique en bas du ventre qui me gênait, qui était lourde, enfin, hyper douloureux. Et de là, il me dit: «Ben, attendez, je vais quand même appeler, la gynéco pour qu'elle vérifie avec une écho qu'il y ait pas de problème, parce qu'on sait jamais». Et la gynéco vérifie, elle a dit: «Vous inquiétez pas, tout va bien, il y a pas d'hémorragie, tout est OK, juste la vessie était un peu pleine, donc peut-être que c'est douloureux à ce niveau-là». Et quelques minutes passent, les douleurs, pareil, aussi intenses qu'au début. Et là, il me dit: «Bah, écoutez, je vais vous donner de la morphine, quoi». Il a dit: «Je vais aller voir l'anesthésiste pour confirmer et on va mettre la morphine parce que là, si ça passe pas». Alors, j'avais jamais eu de morphine, donc on va dire que c'est assez perturbant. Même lui s'est mis à côté de moi, il m'a dit: «Bon, je veux pas vous faire peur, mais je vous explique les effets que ça va faire, et cetera». Il me met une première dose. Bon, ça fait partir un peu, un peu partout. Et de là, il me dit: «Est-ce que vous voulez passer aux toilettes? Comme ça, on vide la vessie, on s'assure que ça va». Donc je vais aux toilettes, hem, ça soulage, mais je lui dis: «J'ai encore un peu mal, mais ça va beaucoup mieux qu'au début». Il me dit: «Bah, écoutez, il reste un petit peu dans la seringue de, de morphine. Je vous mets le reste et comme ça, au moins, vous partez, tranquille, quoi». Et du coup, il me met, le reste. De là, il attend, quelques minutes quand même pour pas, me faire repartir de suite. Et de là, il me ramène, en chambre. Et même pareil, celle qui m'a accompagnée jusqu'à la porte, jusqu'à ce que le brancardier vienne me chercher, elle me dit: «Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite». C'est horrible, hein, parce que franchement, en plus, on vient de subir l'hospitalisation. Et j'étais mais au bout du rouleau. Enfin, en fait, j'avais envie de faire que pleurer. Et eux, à chaque fois, ils me renvoyaient ça. C'était horrible. Et enfin bon, après, même en chambre, les infirmières, elles ont été hyper gentilles. Ils amènent le repas, ils font super attention, ils vous demandent si vous avez besoin de quelque chose. Enfin, le suivi incroyable. Et bah, après, j'ai eu la visite, du coup, de la gynéco qui m'avait prélevé les ovocytes. Et de là, elle m'a dit: «Bah, on vous a prélevé 10 ovocytes. On vous garantit pas, du coup, qu'ils soient de bonne ou mauvaise qualité. Pour l'instant, on sait pas». De là, elle me dit, «On va», parce qu'ils nous expliquent la procédure de comment ils vont, faire rencontrer les spermatozoïdes avec les ovocytes. Donc soit, ils prennent des spermatozoïdes, qu'ils estiment de bonne qualité et les implantent direct dans l'ovocyte, soit nous, c'est ce qu'ils ont fait. Ils mettent, puisque les spermatozoïdes étaient de bonne qualité, elle m'a dit: «On les met autour de l'ovocyte, ils vont se sélectionner tout seuls et de là, se créera l'embryon». Et du coup, elle m'a dit: «Par contre, vous, comme vous avez très bien réagi à la dernière injection pour, déclencher l'ovulation», elle m'a dit: «Vous avez ovulé un peu trop vite. Donc là, on peut pas se permettre d'implanter un embryon directement parce qu'il y a un risque qu'il s'accroche pas parce qu'il y avait pas assez de muqueuse». Donc là, elle me dit: «Bah, dès que les embryons se créent, et qu'on attend le temps qu'ils se développent, ils partiront direct en congélation». De là, elle me dit: «Bah, soit on vous appelle pour vous dire qu'il y en a pas, soit, on vous appelle pas d'ici, je sais plus combien de jours c'était». Et au bout de un peu plus d'une semaine, on allait recevoir un courrier à la maison avec le nombre d'embryons qui s'étaient créés. Bon, nous, on a eu de la chance, il y en a eu 3 qui se sont, créés.
Euh, on a eu du coup un J5 et deux J6 et qui étaient très bien notés. Ils étaient notés AB. Donc j'étais trop contente parce qu'on avait de très très bons résultats. Bon, de toute façon, après, la gynéco était déjà confiante. Donc je me suis dit, ça peut que bien se passer. Mais c'est vrai que l'attente, elle est horrible parce qu'on attend pendant... c'est une éternité, j'ai l'impression. En fait, c'est toujours attendre, attendre. En fait, je sais pas si c'est pas ça le pire, en fait, de toujours se dire, punaise, on sait pas. Et en fait, on peut que faire ça, en fait, attendre. Après l'hospitalisation pour récupérer les ovocytes, etc., il y a un cycle de repos. Et après, du coup, on peut voir pour une potentielle insémination, faire le transfert. Et du coup, ben, moi, il s'est passé du coup un cycle de repos. En plus, du coup, nous, on a fait la FIV, les injections, on les a fait aux alentours du 15 décembre. Et là, du coup, février 2026, on a fait notre premier transfert. C'est particulier parce que on est dans la salle d'attente. Il y a d'autres couples, on sait pourquoi on est là et ce qu'on va faire, bien évidemment. Donc c'est assez particulier. Et c'est vrai que ce qui était drôle, c'est que on est arrivé dans la salle et la gynéco, elle a dit à mon conjoint, ah, ben, je suis toute seule. Du coup, vous allez devoir me donner un petit coup de main. Donc, il a dû tenir la sonde de l'échographie pour qu'on voit, en gros, l'embryon venir se poser. Et j'étais contente parce que du coup, bah, c'est vrai que dans un parcours de film, on est deux. Comme disait une personne très connue, il y en a un seul qui morfle, vraiment. Et là, parce que lui, en fait, à part voir ce qui se passait, il pouvait pas intervenir, quoi. Et là, le fait qu'elle lui dise de tenir pour l'échographie, je trouvais ça tellement beau et j'étais contente en fait qu'il puisse participer à ça. Et du coup, on a vu l'embryon venir se poser quand elle l'a mis et je saurais même pas comment décrire l'émotion qu'il y a derrière ça parce que c'est vraiment un parcours atypique et enfin je saurais même pas tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est et ce qu'on ressent. C'est vrai que l'attente derrière pour savoir si ça a marché ou pas, elle est encore très longue parce qu'il y a une dizaine de jours. On n'a même pas attendu jusqu'à la prise de sang pour confirmer. J'ai acheté un test de grossesse précoce et un test de grossesse normal et je l'ai fait le test précoce, je l'ai fait 3 jours avant la prise de sang et elle m'a de suite marqué, il m'a de suite marqué enceinte. Donc, mon conjoint a été euphorique et il me dit mais t'es sûr que c'est bon, que c'est pas une erreur? Et je lui ai dit bah là comme je le faisais plus tôt, le risque c'était qu'il me note pas enceinte mais qu'il le détectait pas encore. Mais je lui dis là s'il le détecte c'est que c'est bon et oh, c'était incroyable. Je me suis fait le scénario dans ma tête 1 milliard de fois en me disant je vais fondre en larmes quand je vais voir le test positif. Et en fait, je suis restée bête à pas réagir et à me dire ah bah mince. C'est après quasi presque 1 an et demi d'attente. Et encore, c'est rien, 1 an et demi. Waouh, ça fait bizarre parce qu'après, du coup, la veille de faire la prise de sang, j'en ai refait un autre et qui était encore positif. Et là, on a eu la confirmation sur les 2 prises de sang que tout se déroulait très bien et que notre petit embryon de J5 s'est bien accroché et encore au chaud. Et waouh, quoi. C'est incroyable. Donc, comment se préparer à la FIV en vrai, je sais même pas comment expliquer. C'est vrai que moi, je suis allée, je sais pas si c'était super bien de faire ça, mais je suis allée par exemple sur TikTok. J'ai essayé de me renseigner le plus possible, de voir comment ça se passait. C'est très compliqué parce que c'est vrai que mentalement, on se dit ouais, il va falloir passer par des piqûres. Moi, en plus, qui aime pas ça du tout et qui craint, c'était horrible. En fait, ouais, c'est même pour mon conjoint, moi, je me sentais super mal de me dire,
peut pas donner à un enfant naturellement. On est obligé de passer par ça. C'est des rendez-vous sur rendez-vous. Et on a quand même eu de la chance parce que la gynéco m'avait annoncé quasi un mois d'attente le temps que le dossier passe en commission, parce qu'il faut que le dossier passe en commission. Elle m'avait dit, vous inquiétez pas, il passera très bien parce que vous avez une pathologie. Mais voilà, il y a quand même des délais. Là, moi, elle m'avait annoncé un mois. Je crois que le dossier, il est passé en un mois. J'étais super contente. Enfin, franchement, il est passé super vite. Mais du coup, ça s'enchaîne, quoi. Les rendez-vous avec la gynéco, avec les anesthésistes, avec la biologiste pour qu'elle vous explique comment ça se passe en labo. Enfin, il y a 3 tonnes de rendez-vous à faire. Les ordonnances avec je sais pas combien de médicaments, des injections. Enfin, en fait, il faut vraiment, le temps que le cerveau se rende compte de ce qui se passe. Enfin, moi, vraiment, j'étais effrayée. Bon, après, moi, la gynéco m'avait bien rassurée en me disant vous avez de très très bons résultats, que ce soit de mon côté ou du côté de mon conjoint. Par rapport à mon âge, elle m'a dit c'est très bien, vous êtes dans le bon âge. Enfin, en gros, il y a rien qui montrait que la FIV marcherait pas. Donc de ce côté-là, elle m'a énormément rassurée, donc j'étais contente. Et elle m'a dit clairement, en gros, si naturellement ça marche pas, c'est que c'est à cause de la maladie, potentiellement des kystes qui doivent gêner. Enfin, moi là, en plus, j'avais 2 rendez-vous anesthésistes puisque j'avais pour la ponction et après j'en avais un autre rendez-vous pour la sclérothérapie que je devais faire 15 jours avant de commencer le protocole, je crois. Enfin, de là, quand j'ai eu du coup mon premier rendez-vous, ma première hospitalisation pour la sclérothérapie, ça fait un peu comme la ponction d'ovocytes, en fait. Ça s'est super bien passé. La douleur, bon, ils m'ont pas endormi en entier, parce que c'est vrai que sur ça, on a de la chance. C'est soit ils nous sédatent, soit ils nous endorment en entier. Enfin, ils sont hyper à l'écoute et hyper bienveillants sur ça, en disant vous inquiétez pas, si ça se passe pas bien pendant l'intervention, on vous endort en entier. Enfin, vraiment, j'avais peur, mais on va dire que le personnel là-bas a été incroyable. L'hospitalisation s'est super bien passée. Je suis sortie, j'allais très bien. Bon, le lendemain, je suis retournée travailler normalement. Enfin, après, le problème qu'il y a eu, c'est que il devait du coup ponctionner le kyste et injecter de l'alcool pour pouvoir brûler les parois, pour éviter qu'il fasse une récidive de suite, quoi. Elle m'a dit il y a 80% de chances que ça se passe, qu'il récidive pas. Donc ça partait bien. Bon, elle m'avait expliqué les risques, etc. au téléphone avant. En fait, du coup, pendant l'intervention, elle m'a vidé le kyste. Bon, je lui avais dit de le mesurer avant, si c'était possible. Elle m'a dit normalement on le fait pas, mais elle m'a dit je vais vous le faire. Parce qu'en fait, je voulais savoir si ce que j'avais mis en place au niveau de la micronutrition et de la kiné, si ça, comme je souffrais moins, si ça avait été bénéfique au niveau de la maladie, parce que je voyais que ce kyste faisait que grossir. Donc c'est la dernière écho que j'avais fait vaginale où il regardait si mes trompes étaient pas bouchées, il avait encore grossi. Et là, il était arrivé à 7 centimètres. Donc entre le mois de mai où il faisait 3 et le mois de novembre où il en faisait 7, voilà, ça veut dire qu'en même pas un an, il a pris. C'est impressionnant comment ça va vite. Et en fait, pendant l'intervention, au moment de le vider, quand elle a voulu réinjecter l'alcool, ça m'a brûlé d'un coup dans le ventre. Et du coup, quand elle est venue après l'intervention, elle m'a dit que c'était pas normal, c'est qu'il y avait une fuite. Et du coup, elle m'a dit j'ai pas pu vous le brûler. Donc, elle a vite récupéré l'alcool. Et de là, elle m'a dit je pourrais pas vous garantir qu'ils reviennent pas, quoi. Enfin, là, franchement, j'essaie de garder espoir pour pas que, voilà. Mais après, elle m'avait dit, nous, là, on fait cette intervention-là pour pas que ça nous gêne de trop au moment de la ponction des ovocytes. Mais, s'il revient, tant pis, on fera avec. En soi, voilà, ça bloquera pas pour la suite. Donc, sur ça, j'étais rassurée. Et du coup, j'ai commencé les injections. Simulation était un peu compliquée, à vrai dire.
les injections, je m'attendais pas à ce que ça m'atteigne autant mentalement. Ben, franchement, je sais pas les doses d'hormones qu'il y a dedans, mais c'est c'est horrible. Je me sentais pas bien, ni dans mon corps, ni dans ma tête. Enfin, je m'énervais vite. Enfin, c'était bizarre, franchement, comme si on se reconnaissait pas. Enfin, après, enfin voilà, c'était mon cas à moi, mais je l'ai pas très, très bien vécu. Après, la simulation s'est très bien passée. Il y avait pas mal de follicules qui ont bien grossi. Bon, après, c'était un peu petit, donc bon, voilà. Mais la ponction, pareil, c'est super bien passé. Bon, j'ai souffert le martyre pendant l'intervention. Bah, en fait, enfin, après, au bloc, franchement, les filles qui étaient, elles étaient incroyables. Le personnel a été incroyable. Vraiment, enfin, limite la douleur, je l'ai oubliée et je retiens que ça, en fait, la gentillesse de ces gens et comment ils sont hyper bienveillants et à l'écoute enfin, parce que on en chie clairement de ce parcours-là. Et après, j'ose même pas imaginer celles que ça fait des années qui font ça et combien de fois ils sont passés par là. Mais quand c'est la première fois, c'est hyper impressionnant. Mais parce qu'on se retrouve en culotte devant je sais pas combien de personnes, des anesthésistes, des infirmières, des gynécos. Hein, c'est frustrant on se retrouve complètement démunis et bah, c'est compliqué. Mais ouais, pendant l'intervention, en fait, tout se passait bien et là, d'un coup, au moment où elle a commencé à piquer pour récupérer les ovocytes, une douleur. Bon après, l'anesthésiste m'a envoyé la dose de sédation. Elle m'a pas endormie, mais elle m'a bien sédatée. Je faisais que pleurer, enfin j'ai fondu en larmes, puis j'ai commencé à paniquer parce que je me sentais mal et j'avais peur en fait, je leur ai dit: «J'ai peur de vous gêner, j'ai peur de bouger, j'ai peur de faire n'importe quoi» et il y avait une infirmière qui me tenait la main et qui m'a dit: «Mais vous inquiétez pas, vous êtes très bien». La deuxième gynéco qui assistait sa collègue me disait: «C'est très bien ce que vous faites, vous êtes très, très bien». L'anesthésiste qui me dit: «Bah, pleurez tout ce que vous avez envie». Parce que là, clairement, elle m'a dit: «Je pense qu'il y a tout qui relâche» et en même temps, avec la sédation, je pense qu'il y a plus rien qui se retient. Même après, du coup, ben, en salle de réveil, les gens, enfin, en fait, vraiment, c'est vraiment ça, je crois, que je retiens, leur bienveillance. Parce que celles qui étaient au bloc avec moi, il y en a 2 qui sont revenues et elles sont venues me voir en me disant, «Vous allez voir, ça va bien se passer et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite» et franchement, c'est incroyable. Enfin, elles m'ont fait repleurer direct, c'est horrible. Enfin, rien que d'en parler, ça me heu, j'ai été tellement bien, enfin, ça m'a tellement rassurée parce qu'il y a personne avec moi et enfin, il y a personne de ma famille, il y a pas mon conjoint. Enfin, c'est vrai qu'on est seuls et enfin, incroyable et même, en salle de réveil, le responsable, qui s'est occupé de nous, enfin, parce qu'on voit toutes ces femmes arriver, les unes après les autres pour telle ou telle, intervention et ils sont tous là, à l'écoute, de suite, ils amènent une bouillotte, pour soulager les douleurs, «Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des nausées?» J'ai vraiment de la chance parce que dans, tout ça, j'ai énormément de soutien et enfin, mon entourage vraiment a été, incroyable du début jusqu'à la fin. Mon conjoint, je lui dirai jamais assez merci et d'être là, tout le temps et de m'avoir soutenue, jusqu'au bout, et d'être là, dans la maladie et cetera. Enfin, incroyable et enfin même mes parents, c'est vrai que à chaque fois quand on se dit: «Bah, on va se lancer dans un projet bébé», on s'imagine tout, on se dit: «Bon, on le dit pas, c'est secret». Puis après on attend, l'annonce et cetera. Bah, là, en fait, il y a la maladie qui est tombée. Après, beh, du coup, les gens enfin, moi, mon entourage s'est énormément inquiété. Donc du coup, enfin, on a dû en parler, enfin, on a parlé aux personnes proches, quoi. Mais c'est vrai que du coup, on parle de tout ça parce que enfin, moi, j'en avais besoin. Au bout d'un moment, bah, je me suis livrée parce que j'en pouvais plus.
Parce que en 1 an, d'apprendre la maladie, plus après de passer par une FIV et de faire, tout ce protocole-là qui est long, qui dure environ 6 mois, le temps qu'on fasse les papiers, qu'on fasse, tout le dossier, enfin, c'est extrêmement long et il faut qu'on soit soutenu et franchement, d'en parler, ça fait un bien fou et je dirais jamais autant merci à toutes les personnes qui ont été là et qui nous ont soutenus jusqu'au bout parce qu'ils ont été, incroyables. Et pour finir, si j'avais un message à adresser aux femmes dans la même situation, ce serait, de jamais perdre espoir et de se battre jusqu'au bout, heu et d'attraper tout le soutien qu'elles peuvent et de se faire aider surtout et dans toute cette souffrance franchement, chercher des solutions, essayer de vous renseigner, essayer de trouver vraiment, des solutions face à tout ça parce que concrètement, personne viendra vous aider, personne viendra vous chercher pour vous dire: «Faut faire ça, faut faire ci», enfin, voilà. Dans toute cette souffrance franchement, d'essayer de se renseigner auprès des médecins, auprès des associations. Moi, là où j'ai trouvé des réponses, hem, franchement, restez pas, à attendre qu'on vienne vous tendre la main parce que, on viendra jamais, vous prendre par la main pour vous dire: on va vous aider», quoi. C'est comme ça que je l'ai vécu dans mon parcours. Après, chaque parcours est différent, mais si j'avais surtout un bon conseil à vous donner, ce serait ça. Et je pense à toutes ces femmes qui se battent et qui se battent encore, pour, avoir leur petit miracle et je pense à vous et je vous souhaite, tout le bonheur du monde et plein d'espoir. Si j'avais une phrase pour résumer mon parcours jusqu'ici, ça serait, de s'être battue, jusqu'au bout et de pas avoir lâché.